Bienvenue sur le podcast Les mots de l'âme, le podcast de la spiritualité incarnée qui t'accompagne à vivre une vie consciente et alignée à ta vérité. Bonjour à toutes et à tous. On dit souvent que tourner la page est l'une des choses les plus difficiles à faire, surtout quand le livre raconte une histoire d'amour importante. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet qui nous touche tous un jour ou l'autre, comment accepter la fin d'une relation. Traverser le vide du deuil, enfin réussir à planter une graine pour une nouvelle vie. Et pour en parler, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Sophie Lise, avec qui je partage cette vision que chaque fin est aussi le prélude d'un nouveau départ. Ensemble, nous allons décortiquer le processus de guérison et vous donner des clés pour transformer cette épreuve en une véritable renaissance. Alors Sophie Lise, bienvenue. Bonjour Corinne, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors, ce qui fait que ce sujet me passionne tout particulièrement, c'est que moi, je pense que les relations sont le cœur de la vie, mais qu'effectivement, on ne les aborde pas toujours sous le bon angle, hein, du fait on biberonne tous et toutes, hein, des histoires d'amour à travers les séries, les films, les livres, depuis qu'on est tout petit, les contes de fées également, qui nous donnent une vision assez faussée et qui font qu'on vit les fins de relations comme des énormes drames. Alors, il y a certaines raisons au niveau psychologique, mais c'est dommage parce que ça peut enfermer. Absolument. Et est-ce que tu pourrais, avant qu'on commence ce podcast, te présenter juste en quelques mots pour, voilà, poser un petit peu les bases de pourquoi je t'invite aujourd'hui? Bien sûr, alors moi je suis donc Sophie Lisfargue, je suis thérapeute et médium, j'accompagne depuis 20 ans des hommes et des femmes, beaucoup des femmes, voilà, mais il y a de plus en plus d'hommes et je tiens à le souligner, à devenir davantage eux-mêmes. Je travaille avec les neurosciences, l'énergétique, ma médiumnité évidemment, et puis le cœur et l'âme, parce que ça c'est, je crois, ce qui nous relie tous et nous permet de grandir en conscience. La base, en fait. Puis on traverse tous et toutes, enfin, malheureusement, cette phase à un moment donné, de toute façon. Exactement. Depuis quelques années, je me spécialise énormément sur le trauma et les blessures d'attachement. Donc c'est vrai que ce thème des relations et du deuil, bah voilà, il est au cœur de mes accompagnements. Et justement, pourquoi bien les relations sont si douloureuses quand elles s'arrêtent, mais que c'est nécessaire hein, parfois. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait? Alors en fait, on souffre tous de la blessure d'abandon, hein. Des gens me disent: «Ah mais non, moi j'ai la blessure de rejet ou j'ai la blessure d'humiliation». Moi j'ai toujours envie de dire: «Attention, les fameuses 5 blessures de l'âme, en fait, on les a tous et en particulier la blessure d'abandon, elle est commune à tous les humains puisqu'on a tous été un petit bébé». Oui, Et un petit bébé qui pouvait être, laissé, hein, parfois à pleurer. Alors, bien sûr, dans les cas, où c'est idéal, les parents étaient très présents, se sont super bien occupés de l'enfant et cette blessure d'abandon, elle est moins active, mais on a tous eu des moments de solitude enfant, le premier jour d'école et cetera. La séparation avec maman qui, au départ, est quand même tout notre univers, hein, la maman et du coup, on connaît ça, on l'a en nous. Donc quand on est quitté par quelqu'un et j'ai envie de dire, a fortiori, si on a eu une enfance où c'était peut-être plus chaotique, il y a peut-être un peu plus de négligence, des parents qui savaient moins bien s'occuper de nous, qui pour X raisons, elle est plus active cette blessure d'abandon et donc la fin d'une histoire, ça nous active fort aussi, ça fait ressurgir toutes ces blessures de l'enfant qui a peut-être pas eu un espace pour les exprimer, les consoler, les transformer et là, c'est pas tant nous, en adultes, qui sommes en train de pleurer et d'être désespérés que cette part enfant qui est en grande souffrance. oui, oui, effectivement. Et puis ces étapes de deuil font aussi évoluer et grandir au niveau de l'humain et émotionnellement, parce que j'ai souvent entendu dire que voilà, il faut être mature émotionnellement, mais justement accepter que quelque chose parte, donc là en l'occurrence quelqu'un, bah, ça fait, je pense en tout cas, partie de la de cette maturité émotionnelle, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Chaque histoire nous fait énormément grandir et chaque deuil nous fait grandir. Dans le deuil de relation, on va passer par les 5 étapes du deuil comme dans tout deuil, hein, donc bon, c'est les travaux d'Elisabeth, Kubler-Ross qui nous l'ont appris, une psychiatre, suisse, hein, qui était, voilà du XXe siècle et donc on a, la négociation, le déni, la colère, la tristesse, puis on finit avec l'acceptation et toutes ces étapes se chevauchent en fin de compte, hein, on n'est pas c'est pas très, très,
comment dire, clair et déterminé, hein, dans la temporalité, mais c'est par là qu'on passe et ça nous fait grandir parce que bien sûr que quand on arrive à l'acceptation, c'est aussi le moment où on prend sa part de responsabilité et que là on dit: «Ah bah oui, mais moi aussi j'ai contribué de cette manière et puis j'ai appris ça grâce à cette personne à travers ce lien» et ça, c'est ça qui fait aujourd'hui ma richesse, qui fait que Mmh. je suis plus à même d'aborder une nouvelle relation, autrement. Oui et puis, en fait, il y a aussi, tu en as cité là, tu pourrais les reciter justement les phases du deuil? Parce qu'il y en a une, sur laquelle j'ai tilté, je voudrais y revenir justement. On a le déni, la négociation, la colère, la tristesse et l'acceptation. Et c'était la négociation et là, ça m'a parlé vraiment de contrôle. C'est ce qui revient vraiment, le contrôle, on n'arrive pas à lâcher prise. Je pense que c'est ce Oui. qui fait durer le plus longtemps d'ailleurs. Ah oui, 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 moi je connais bien ça, j'ai Vénus en Taureau et Ah oui. et c'est dur de lâcher sur l'affectif. Donc je crois que je suis bien placée pour accompagner les gens quand ils sont agrippés, qu'ils ont du mal à accepter que quelque chose est fini. Hem Et pourtant, c'est ce moment où on arrive à basculer dans l'acceptation que, comme je disais, on est aussi en mesure de dire: «Oh, mais ça m'a offert ça». Alors, il y a des façons de terminer les histoires qui sont plus ou moins agréables, hein. Moi, dans ma vie, j'ai une rupture en particulier voilà, qui a un magnifique souvenir pour moi. Donc ça, c'est étonnant à dire, mais vraiment. Mmh. C'est un magnifique souvenir et puis j'en ai beaucoup où il y a eu de la souffrance, mais parce que peut-être les gens, n'étaient pas en mesure justement de dire au revoir d'une bonne manière, peut-être moi non plus, hein, je veux dire ça c'est 2 personnes, et donc là, c'est plus douloureux aussi. Ouais. Et du coup, souvent j'entends dire: «Oui, mais c'est pas normal, ça fait déjà 1 an, je devrais aller mieux». Mmh. En fait, c'est ce fameux mot un peu «normal», comme si en fait, on devait passer vite à autre chose ou en tout cas, être vite dans la compréhension pour passer à autre chose. Et je vois souvent des personnes d'ailleurs qui veulent trouver quelqu'un suite à une séparation et comme si la nouvelle relation allait réparer, on sait bien que non. Mais du Mmh. coup, ce fameux normal, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Parce qu'il y a pas de déjà, il y a pas de normalité là-dedans, mais Alors, il y a pas de normalité, toutefois. Alors, il y a 2 sujets que tu évoques et les 2 sont ouais. hyper importants. Donc je vais commencer juste par, je vais mal, je suis pas bien, je viens de casser avec quelqu'un ou peut-être ça fait 1 mois, 2 mois, bref et hop, je me cherche quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est le doudou, le pansement. C'est, mon corps, mon cœur, mon esprit sont puis surtout mon mental est en manque de l'ocytocine. C'est-à-dire Oui. l'ocytocine, c'est, l'hormone, hein, qu'on produit, tous, mais qui est l'hormone de l'attachement. Par exemple, quand une femme accouche, elle a une forte poussée d'ocytocine qui va faire que son bébé, alors qu'elle vient de souffrir dans son corps et ben, elle va avoir envie de le prendre dans ses bras quand même et de l'aimer et donc c'est l'hormone qui va être, qui va quand elle arrive dans notre cerveau, ça nous fait énormément de bien parce qu'on ressent de l'amour. On se sent aimé, on se sent, vu, tout et cetera, protégé, sécurisé, tout ce qu'on veut. Donc quand on est en couple, on l'a régulièrement cette hormone. Et quand on n'est plus en couple, on l'a plus. Donc forcément, on peut avoir cette envie de: «Ah ben je vais me rechercher quelqu'un, comme ça on va me prendre dans les bras, on va me consoler» et effectivement, c'est pas forcément le bon réflexe parce que si on est encore en train de faire le deuil, on confond plein de choses et on n'est pas vraiment prêt à aimer, on est juste prêt à se faire aimer. C'est pas la même chose. Et en parlant voilà, si on va dans cette idée de normalité, bien sûr que c'est différent pour tout le monde et surtout par rapport à la longueur de l'histoire. Vous allez pas faire le même deuil quand vous êtes dans un divorce avec quelqu'un avec qui vous avez vécu 15 ans et vous avez peut-être 2 enfants et puis, bah, une histoire de 3 mois. Voilà Mmh. et en même temps, l'histoire de 3 mois, peut-être qu'elle a été très intense. Peut-être que cet homme, ou cette femme a fait, écho avec des blessures du passé, vous a rappelé un parent, très, très fort ou un ancien amour très, très fort. Enfin, donc je ne dis pas forcément que l'histoire de 3 mois, on va en faire le deuil en 15 jours, c'est pas ça, mais elle ne représente pas la même chose et ce qui va être intéressant, que ce soit le divorce de 15 ans, d'une personne qu'on a connue 15 ans ou la séparation de quelqu'un avec qui on a été 3 mois, c'est toujours de revenir à: «OK, qu'est-ce que, j'ai envie de retrouver dans une prochaine relation? Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce qui a été important pour moi? Et puis qu'est-ce qui ne va pas me manquer?» et d'avoir ces 2 façons de voir, c'est très, très important parce que ça va vous permettre à la fois d'honorer la relation. Oui, il y a eu tout ça qui était beau et que potentiellement je voudrais retrouver plus tard et à la fois dire: «Oui, non, mais enfin, je suis aussi réaliste et vraie avec moi-même. Il y a des trucs, bon, ça va pas me manquer».
C'est bon, c'est bien que ce soit derrière. Et ça, déjà, ça va vous aider. Donc, à ce que le deuil soit pas nécessairement plus court, quoique, mais en tout Mm. cas plus juste. Alors, quand on dit, tu citais cet exemple de gens qui disent, mais un an après, je suis toujours dedans. Oui, Là, il faut faire attention. Tout dépend comment. Est-ce que c'est un an après, bah, j'y repense un peu avec encore un petit pincement au cœur, mais quand même globalement, je suis OK. Je suis OK, je sais que c'est terminé, ma vie a repris, j'ai des activités, je suis heureuse ou heureux de d'autres manières. Ou bien c'est j'y repense en pleurant. Ça fait un an, mais je pleure dès que j'évoque ça, je suis pas bien, oui, toute ma vie tourne autour de ça, là il y a un souci, et moi j'y dirais, il faut aller consulter. Parce qu'en fait, ça ne parle pas tant de ça que de blessures anciennes, qui bah, encore une c'est fois, comme ça. je disais tout à l'heure, sont C'est- remontées à la c'est- surface, Oui. et c'est une opportunité, en fait, d'aller travailler ça. Justement, ça fait écho par rapport aux freins qu'on peut rencontrer par rapport à la fin d'une relation, comment faire le deuil, parce que les freins qui vont se poser le long de notre route pendant ce deuil-là, ils vont être nombreux, tant psychologiques que aussi, moi j'ai envie de dire, très physiologiques, parce que tu vois, si tu avais l'habitude pendant, comme tu dis, X années, d'avoir ton compagnon symboliquement, mais qui, ouais, t'ouvre la porte, tu dis bonjour, et que d'un seul coup, il n'y a plus personne derrière la porte, bah ce vide. Ça me fait penser au film de Bridget Jones quand elle se retrouve seule et commence à manger, mais il y a plein de choses qui vont se mettre en place pour compenser. Et du coup, toi, quels seraient les plus grands freins comme ça? Enfin, c'est voilà, c'est pas de tous les citer, mais est-ce qu'il y en aurait quelques-uns comme ça qui ressortent régulièrement, pour lesquels tu as accompagné et tu dirais c'est des freins qui ressortent régulièrement, qu'on n'arrive pas à passer après à une autre relation? En fait, il faut bon, là, on en parle en donnant des solutions, mais on a quand même dit tout à l'heure et je tiens à le redire, hein, c'est important, c'est un deuil comme un vrai deuil d'une personne Oui, décédée. ouais, t'as raison. Mais ce qui est dur pour le mental, c'est quand quelqu'un est décédé, bien sûr, c'est terrible. Mais pour le mental, à un moment donné, il accepte que cette personne n'est plus. Donc elle n'est plus là sur ce plan. Ah, c'est ça, Il que va l'autre plus il la voir. existe encore. Il y a une finalité, exactement. Là, c'est la finalité de la forme de la relation. Et c'est ça qui fait que c'est dur à accepter. Ah oui. C'est que si vous, par exemple, c'est pas vous qui souhaitiez la fin de la relation, ben, vous allez dire: «Mais pourquoi aller chercher?» Voilà, la fameuse phase de négociation peut prendre une place énorme et là, ça devient un gros frein parce qu'on s'enferme dans la négo. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui disent ça: «Oui, mais si je reviens à tel moment ou si j'avais dit les choses autrement», on est dans le fameux «et si», à réécrire l'histoire et à chercher des moyens, des chemins pour toc 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 à la porte, peut-être un mois plus tard, 2 mois plus tard, si je laissais passer du temps ou si je me présente autrement ou si je lui laisse de l'espace, mais je reviens on m'a sorti par la porte, je reviens par la fenêtre, enfin bref. Ça, c'est le premier frein, c'est de rester dans cette fameuse phase de négociation. Voilà, le fameux «et si et si». 2e frein, imaginez que tout est de notre responsabilité. Ça, c'est ce qui si c'est votre cas, si vous vous dites: «Ah, bah, c'est parce que moi, j'ai pas dit la bonne chose, c'est parce que moi, ce jour-là, je suis arrivée en retard, c'est parce que moi, ceci». Là, vous êtes clairement relié à votre enfant intérieur qui croit que tout ce qui se passe avec ses parents est de sa faute. Puisque l'enfant n'a pas de recul, hein, entre 0 et 6 ans, il n'a pas d'esprit critique. Donc là, il va se dire, il imagine, l'enfant il est très égocentré, mais c'est normal, hein, on n'est pas en train de le critiquer quand on dit ça. Mais donc il imagine que lui, il est le soleil de son petit univers et que tout dépend de lui. Que si ses parents sont tristes, c'est de sa faute. Si ses parents sont joyeux, c'est grâce à lui. S'il divorce, ben, c'est qu'il a mal agi. Enfin, c'est terrible, hein. Oui, c'est L'enfant ça. imagine Ouais. vraiment ça. Donc quand vous êtes en train de vous dire: «Mon compagnon, ma compagne, m'a quitté parce que moi j'ai fait ci, ça», bah, vous êtes dans cette grande immaturité, en fait. Vous vous croyez mature parce que vous êtes en train de dire: «Oh, je prends ma responsabilité», mais en fait non. Vous êtes dans cette grande immaturité qui consiste à imaginer qu'on est à 100 responsable de ce qui se passe dans la relation, ce qui est complètement faux. La personne vous a quitté pour ses raisons à elle et Mm. elle a aussi son vécu, ses bagages, ses ressentis et cetera. Donc c'est de voir tout ça qui va vous aider à dépasser ces freins-là. Mmh. Ouais, j'adore, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça remet en perspective beaucoup de choses. On se croit mature la plupart du temps, mais les situations, les événements viennent redéfinir un peu là où on en est. Ça fait du bien pour l'ego. Oui. Ah bah complètement. C'est une rupture de toute façon, tu l'as dit tout à l'heure et c'est très, très juste, c'est une des épreuves qui nous fait le plus grandir. Mm. Ouais.
Oui, bah de toute façon, pour se connaître soi-même, c'est aussi se confronter aux autres. C'est pas en s'isolant, parce qu'en s'isolant, on se protège. Donc, forcément, l'autre va venir donner une dimension complètement différente à ce qu'on se perçoit de soi-même, quoi. Donc, c'est toujours intéressant. Et par rapport à ça, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller pour traverser au mieux, en tout cas, cette phase de deuil, pour libérer si on a des émotions bloquantes? Enfin, en tout cas, c'est pas l'idée de faire une thérapie là sur le podcast, mais en tout cas, quelle serait la première indication ou que ce que tu pourrais conseiller de facile à faire quand on rencontre un blocage, quand on sent qu'il y a un frein à faire ce deuil, Ouais. Mais hormis moi, je dirais déjà d'être de accompagné? détecter des phases de deuil que la plupart des gens ne connaissent pas par rapport aux relations. C'est-à-dire, dans la première phase, s'autoriser, mais alors, tout lâcher, quoi. Moi, j'ai vraiment envie de dire, mais même aller, vous savez, il y a des lieux comme ça, en tout cas, il y en a dans les grandes villes, qu'on appelle des ah, je l'avais lu l'autre fois, je retrouve pas, bon, ça me reviendra. C'est des endroits où on peut tout lâcher au niveau colère. Donc vous voyez, on peut, jeter des assiettes contre le mur. J'ai vu ça au Japon, moi. En Et fait, t'as un mais il y marteau, tu en peux a, tout ouais. péter. Ça me ferait du bien des fois. Ouais, moi j'en avais la première fois, j'avais vu ça à Montréal et maintenant j'ai vu qu'il y en avait à Paris. Alors je pense qu'il y en a dans diverses grandes villes et donc ça peut vraiment, quand il y a trop plein d'émotions comme ça, faire du bien. Ça peut être, partir, quelques jours à la mer, pleurer, parler à ses amis non-stop et tout déverser, écrire, sur des feuilles des tonnes. C'est le moment où lâcher les émotions. Il y en a besoin parce que c'est un choc comme on disait. On revit des choses de sa petite enfance, Ouais. voire des choses de quand on était bébé. Donc c'est un choc, c'est dur, même quand on l'a voulu soi-même d'ailleurs. Même quand on est la personne qui choisit de se séparer, il y a beaucoup d'émotions. Donc là, s'autoriser à lâcher les émotions dans une première phase, c'est hyper important. Et là, on peut, oui, arriver dans le truc Bridget Jones, devant les séries, ou écouter des chansons qui font pleurer, mais parce qu'il y a besoin de tout lâcher. OK. Dans une deuxième phase, c'est vraiment commencer à se reconstruire, mais tranquillement. En disant: «OK, je me retourne vers moi. Qu'est-ce qui me ferait du bien à moi?» Et peut-être commencer à avoir des activités un peu différentes. Donc c'est-à-dire rééduquer son cerveau à peut-être si, je sais pas moi, tous les mardis, on allait avoir une activité avec, son conjoint et ben, changer l'activité ou la changer de jour pour voir des personnes différentes, pour rééduquer le cerveau à d'autres de nouvelles choses, que ce soit pas: «Ah j'arrive le mardi, ah bah d'habitude je suis avec lui, ah bah là il est pas là et je vois les mêmes personnes qui me regardent d'une certaine manière et je commence à me raconter qu'ils ont pitié de moi», enfin bref. Et là ça c'est pas bon, en fait. Donc mettre de nouveaux jalons, de nouveaux repères, de la nouveauté Oui. éventuellement. Ça, c'est très important au niveau des circuits neuronaux. Mm. C'est ce qui va faire que ça va mieux. Si vous viviez ensemble dans le même lieu de vie, moi, j'ai envie de dire, changez des couleurs, changez un peu la déco pour que, visuellement, c'est pas: «Ah, c'est le fauteuil où il s'est asseyé tout le temps à tel endroit». Bougez-le fauteuil ou mettez un plaid dessus, enfin, vous voyez que visuellement, déjà, pour vous, ça soit différent. Et la troisième phase, quand vous sentez que vous continuez à avoir envie d'en parler à vos amis, à trop y penser, passez à autre chose dans ces moments-là. Ah oui, c'est Ça, ça. c'est pas facile. Ah oui. Mais c'est, bah, tiens, je me rends compte que je suis encore en train d'y penser. Je rééduque mon cerveau. Bah non, tiens, je vais aller lire un livre. Je vais aller, faire une petite promenade. Mettre là aussi autre chose. Et du coup, dans cette, alors, je sais pas, non, le mot dissociation, c'est pas le bon terme, mais pour savoir ce qui était dû de notre fait ou pas, est-ce que c'est intéressant ou est-ce qu'en fait on reprend juste son positionnement à soi et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut que je cherche sans arrêt, est-ce que c'est l'autre qui a eu tort ou est-ce que c'est moi? Est-ce qu'on est dans cette bataille-là pour justement faire partie de la guérison, savoir je reprends ça, c'est à moi, et puis bah, l'autre il avait ça aussi, ou en fait il faut sortir complètement de ça. Ça va dépendre des gens et de leur, système. Il y a des gens qui ont beaucoup besoin d'analyser, de mentaliser. Oui, Il y a des personnes qui vont beaucoup plus vite passer à: «OK, je vois ce que ça m'a apporté, mais je passe à autre chose». Et d'accord, puis oui. les hommes et les femmes ont des façons très différentes également de gérer, le deuil, hein. L'homme va d'abord sembler plutôt bien et être mal plus tard. Ah La oui, femme est mal tout de suite et se relève ensuite. Voilà, donc c'est des fa pourquoi? Je pense entre autres parce que les femmes communiquent beaucoup entre elles. Donc elles ont, ce cercle de soutien dans lequel elles vont pouvoir déverser l'émotionnel et être très soutenues. Les hommes un petit peu moins souvent.
Heu et puis les femmes fonctionnent comme ça, hein, on vient, tout déverser, on s'autorise l'émotionnel et derrière par contre quand on remonte, c'est en mode Bah, du coup, je colère. rebondis sur ce que tu dis, mais c'est super important parce qu'en fait, ça veut dire que le lien qu'on s'autorise pas ou qui aujourd'hui par la société est quand même moins présent, a quand même une place prépondérante dans la guérison en fait. Souvent, Absolument. j'ai beaucoup de femmes, moi, qui restent seules ou isolées ou qui n'osent pas dire, mais effectivement, avant, en fait, il y avait... Alors avant, hein, on va revenir au siècle d'avant, mais il y avait ces groupes de femmes et on les retrouve aujourd'hui petit à petit. Mais c'est vrai parce que ça libère la parole, ça agit comme un levier psychologique en fait pour aider, Absolument. hein. Mmh. Oui, moi je conseille, hein, d'aller faire des cercles de parole dans ces cas-là, de parler à des amis, de la connexion a un effet réparateur, bien sûr. Donc on vient de perdre une grosse, grosse connexion, c'est pas le moment de s'isoler. Et oui, et c'est souvent moi ce que je vois, c'est ça qui est fou. Oui, il peut y avoir des gens qui ont honte de parler, qui, encore une fois, sont dans cette phase de négociation, ça peut arriver, donc je veux pas trop en parler parce qu'inconsciemment, j'espère le ou la récupérer. Ça peut arriver. Oui, moi j'ai plutôt ça dans je suis en déprime un peu, donc j'ai envie de rien. Il peut y avoir, hein, des moments, quasi, dépressifs, bien sûr, Mm, voire totalement dépressifs suite à une rupture. mm. Selon ce que représente cette rupture pour nous et ce que représentait le lien. Pour des personnes, par exemple, surtout suite à des divorces, hein, il peut y avoir, bah, pour moi, toute ma valeur était dans le fait d'avoir, Ah oui. un couple, une famille et peut-être je m'en veux d'avoir brisé la famille. Moi, ça a été très dur pour moi ça après mon divorce parce qu'encore une fois, Vénus en Taureau, hein, bah, la famille, c'est très important. Donc ce truc de je porte une culpabilité énorme, voilà. Alors qu'en fait, ben, non, je peux pas dire que j'ai brisé ma famille ou que ma famille soit brisée, parce qu'au contraire, j'ai un très beau lien avec mon ex-mari et qu'on est des coparents, très proches. Mmh. Mm. Bah, du coup, qu'est-ce qui amène en fait à vouloir tout le temps aller chercher, enfin, du moins, comment on pourrait reconstruire une relation stable après ça, avant d'envisager quelle serait l'étape avant la reconstruction, avant une nouvelle relation? Justement, se reconstruire soi. Hmm. C'est-à-dire que, surtout quand on sort d'une relation qui a été longue et aujourd'hui on le voit, on passe beaucoup par plusieurs couples. Hein, tu parlais des siècles anciens, malheureusement, on a notre, mental qui est scotché sur comment ça se passait avant. Les contes de fées, hein, Ah, typiquement. c'est terrible ça. Les contes de fées, ils ont été écrits à un moment où les gens vivaient moins longtemps, vivaient très souvent dans le lieu où ils étaient nés, une majorité d'entre eux en tout cas, et que donc, la vie, relationnelle était pas du tout la même. D'abord, on se mariait, pour assurer, la survie, pour Oui, assurer, la reproduction. C'était beaucoup moins romantique et bah, si on changeait de partenaire, c'était parce que le partenaire était mort, hein, oui, la plupart du oui, temps et on vivait moins longtemps, donc il y avait moins d'occasions aussi d'avoir plusieurs couples et nous, on se compare à ça. c'est C'est vrai. délirant, en fait. Nous, on est maintenant dans une société où c'est tout à fait normal d'avoir plusieurs couples. C'est souhaitable ou pas, j'en sais rien, mais c'est ce qui se passe et ça nous fait grandir aussi, comme on le disait, puisque, bah, ça nous fait vivre différentes parts de nous. On ne va pas être exactement la même personne avec, chaque partenaire. Donc il faudrait déjà arrêter de se juger là-dessus, c'est une première chose. Accepter que, bah, chaque relation nous a fait grandir, est un cadeau et c'est quand on arrive à ce moment de paix, en fait, qu'on peut passer, voilà, à autre chose. Moi, je trouve enfin, voilà, une relation qui se termine bien ou mal va toujours nous remettre en question pour aller chercher quelque chose de mieux, en tout cas qui nous correspond, avec notre vrai regard cette fois-ci. Pas le regard, parce que souvent, allez, on va dire à la vingtaine, on a la construction sociale ou l'éducation qui a été là bien en place, comme tu le disais. Donc, on va se mettre avec quelqu'un en lien avec ça. Plus on avance en âge, plus on se connaît soi-même, et donc ça va devenir plus intéressant au niveau de la relation. Qu'on va commencer à trouver des similitudes qui nous ressemblent davantage, en fait. Exactement, ouais. Le ou la nouvelle partenaire, hein, ça va être quelqu'un qui correspond à qui vous êtes maintenant. C'est pour ça que je parle beaucoup de cette reconstruction, de ce recentrage sur soi, parce que quand une histoire se termine, c'est qu'elle ne nous correspond plus, en fait. Que ce soit l'autre qui ait voulu nous quitter ou nous ou d'un commun accord, c'est que de toute façon, ces 2 versions de nous, de lui et de moi, bref, ou d'elle et de moi, ne se rencontrent plus vraiment et c'est OK.
C'est pas un commentaire sur vous ou sur la personne. Alors, je mets un peu de côté les histoires avec des gens manipulateurs, hein. Ça, c'est autre Ouais, chose. voilà. Mm. Ok, ça, je le mets de côté. Si c'est manipulateur, pervers narcissique, etc., là, on oublie. Courage, fuyez. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Mais autrement, toute autre histoire, c'est que ces deux versions-là se sont rencontrées à un moment donné, avaient quelque chose à échanger, à construire, à vivre. Mais aujourd'hui, elles ne se rencontrent plus dans cet aspect amoureux. Là aussi, j'ai envie de dire ça, dans cet aspect amoureux. Ouais. Elles peuvent se correspondre dans un autre aspect. Peut-être elles vont devenir amies, peut-être pas. Voilà. Mais en tout cas, dans cette forme de relation-là, elles ne se correspondent plus. Et du coup, quand ça se termine, c'est vrai que c'est intéressant, une fois qu'on a passé, hein, ces phases de je lâche mes émotions, et cetera, se dire: «Mais qui je suis moi aujourd'hui? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans une relation? Quels sont mes non négociables aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de retrouver que j'avais dans mon ancienne relation? Qu'est-ce que je n'ai surtout pas envie de retrouver?» C'est quoi ça va être quoi cette nouvelle aventure, cette nouvelle rencontre qui va, peut-être s'adresser à d'autres aspects de moi, qui là étaient un petit peu endormis, un peu sous le tapis parce que j'y avais pas droit dans cette ancienne relation. Mais en fait, c'est ceux-là hein, que j'ai vraiment envie de vivre aujourd'hui. Et du coup, ça me donne envie de te poser la question, bah, comment je sais que je suis prête de passer à autre chose et que je peux aller vers quelqu'un d'autre? Paradoxalement, parce qu'on en a moins besoin. Ah ouais, C'est ce ah qui est bah, je drôle. suis... Et oui, on Tant peut tu toujours m'étonnes. avoir le côté: «J'en ai envie, mais j'en ai moins besoin». Je vois la relation comme étant, du plus et non plus le centre absolu de ma vie. Alors, et ce que je veux dire par là, bien sûr qu'une relation de couple, c'est hyper important. C'est un des piliers de votre vie. Mais tant qu'on est dans ce truc de moi j'ai des gens, hein, que j'accompagne ou voilà, ou qui sont venus vers moi en me disant: «Oui, mais je me sens terriblement seule, je vois pas ma valeur quand il y a pas quelqu'un à côté de moi, je ma vie est ruinée, ma vie est gâchée s'il y a pas quelqu'un, ça sert à rien de vivre tout ça sans le partager». Là, je sais que ces personnes-là, elles ne sont pas du tout à l'endroit de faire une bonne rencontre et surtout de construire. C'est C'est qu'elle impossible. comble, elle comble là. Elles comblent, exactement. Elles sont dans ce elles imaginent en fait qu'elles ont absolument besoin de l'autre pour se sentir bien. Et là, c'est pour ça que je dis le moment où elles en auront moins besoin, où elles vont dire: «Bah, ça serait chouette de partager avec quelqu'un, mais en même temps, si il ou elle n'est pas encore à côté de moi, mais c'est pas grave, je kiffe ce beau paysage, j'envoie une photo à ma meilleure amie, si je peux peut-être ou je la pose sur les réseaux ou je la garde pour moi et tout va bien, quoi». Oui, Voilà, parce que moi je trouve que d'être nourri du lien, alors cette fois-ci au sens général, lien au collectif que tu peux trouver justement comme tu le disais, se relier, va continuer de nourrir ce lien finalement qu'on recherche. Et on le recherche de manière un petit peu symptomatique et maladive quand c'est le lien à quelqu'un, alors qu'il vaudrait mieux en fait regarder le lien aux autres, et là ça va venir nourrir quoi, je pense. absolument. Moi, je dis beaucoup aux personnes qui sont en deuil, qui viennent de se séparer, mais agrandissez vos cercles. Nourrissez, cultivez vos amitiés. Parfois, il y a des amis qu'on a moins vus parce que le conjoint les aimait moins ou parce qu'ils Oui. habitent loin. Bah là, c'est l'occasion. Allez, prenez un train, allez les voir ou invitez-les chez vous. Heu Proposez à cette personne qui est dans votre cours de yoga d'aller prendre un café. Enfin, voilà, recréer du lien et revaloriser les autres cercles, le cercle familial, le cercle amical, le cercle social, les collègues. Parce que oui, la connexion, elle est nourrissante à tous les niveaux. Et quand en fait tu es nourri du lien par ailleurs, t'as plus besoin en fait que quelqu'un vienne bah, voilà, nourrir cette côté en Mmh, attente de toi. Et du coup, moi je trouve qu'il y a un truc important, c'est que tu peux le choisir ensuite le prochain. exactement. Voilà, tu te laisses pas choisir. Enfin voilà, t'attends pas Il y qu'il a vienne. ouais, euh, c'est beaucoup toi moins qui de vas choisir. risques de tomber sur des manipulateurs, bien Ah sûr, oui. Mm. quand on a des cercles, nourris, des amis proches à qui on parle régulièrement. Beaucoup moins de risques, d'aller dans des histoires qui nous conviennent pas parce que puisqu'on est déjà très nourri, par tous ces autres cercles, le ou la partenaire qui arrive et puis qui se conduit pas très bien, on va dire: «Oh non mais moi j'ai une belle vie, hein, je vais pas me Eh ben oui, mais c'est ça. accepter un truc un peu moyen quoi». Mm. Mmh mh. Ouais, c'est pour ça d'où l'importance. Maintenant, en fait, mais je sais pas si tu avais eu le temps de... Je t'avais envoyé ça, mais est-ce que tu as un petit rituel ou un petit exercice qui permettrait en fait de clore symboliquement la relation, ou peut-être enfin, un petit tips en tout cas pour amorcer le renouveau? Il y a plusieurs choses, je trouve qu'on peut faire, hein, donc ça aussi, hein, chacun, voilà. Moi je disais ce truc de changer la déco, si vous avez vécu dans le même endroit, mais même si vous n'avez pas vécu dans le même endroit. Personnellement, moi c'est un truc qui m'a toujours hyper aidée et un tips que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est pourtant hyper important. Sortez de votre chambre à coucher tout ce qui est en lien avec cette personne.
énergétiquement, c'est pas bon du tout de garder ces lettres, s'il y en a. Bon, aujourd'hui, on s'écrit moins, mais bon, on sait jamais. Des photos, des objets. Sortez-les de votre chambre à coucher. Les Parce que dans cet SMS? espace intime, voilà, la Les personne. SMS, ça doit être très dur, ça, à enlever. Parce que tu connais l'addiction du téléphone. Du coup, je vois mal comment on va pouvoir supprimer la touche Alors, delete. j'ai un truc aussi. Vous avez, beaucoup de gens aujourd'hui s'écrivent plus sur WhatsApp, Telegram, etc. Vous avez la possibilité de vous envoyer la conversation en forme fichier sur vos mails ou sur votre propre WhatsApp à vous. Et du coup, c'est bien. Vous avez le fichier. Si un jour vous avez besoin, envie de relire ça, vous de réécouter même la voix, parce que vous avez même les vocaux hein, qui peuvent être dans ce fichier, mais ce n'est plus visuellement dans vos conversations. Et ça, c'est important aussi. Ouais. Hein, c'est pareil, les photos, enlevez-les de votre téléphone petit à petit. Mettez-les sur votre ordi, là où vous n'aurez pas accès tout le temps. Vous voyez, ça ne veut pas dire j'éradique tout, surtout si ça a été une relation très importante, mais pendant un temps, mettre ça de côté. L'autre rituel, alors c'est pas vraiment rituel, mais ça si c'est très très important, après une rupture, pendant 3 semaines minimum, mais les 3 semaines, il faut vraiment les tenir, aucun contact, de quelque ordre qu'il soit. N'allez pas regarder ses stories, n'allez pas l'appeler, ne lisez plus, enfin, aucun contact, n'envoyez pas de message, rien, rien, Ça, rien. les hommes, ils le font très bien, hein. Bloquer. Oui, 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 mais comme on disait, attention, 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 ça ne veut pas dire qu'ils sont tant que ça dans la guérison. Ça peut être, au début, l'homme, tout de suite, il veut se revaloriser. Donc, il va refaire du sport, il va voir ses potes, il sort. Et du coup, d'ailleurs, les femmes sont là, ouh, c'est horrible, lui, il est heureux, et pas moi. Attention. Non, 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 on ne change pas en 5 minutes. C'est pas vrai. Il reste la même personne. Il s'appuie sur un mécanisme très masculin qui est pour aller mieux jouer dans l'action. Qui n'est Mhm. pas idiot, hein, c'est pas ça. Mais si je suis tout de suite dans l'action, mais je n'ai pas mené la réflexion qu'il fallait, je n'ai pas adressé mes émotions, ça va me retomber dessus à un moment donné. Et c'est souvent ce qui se passe dans les quelques mois qui suivent. Là, l'homme est plus déprimé. Voilà. Donc, ces actions-là, hein, des photos, etc., ça sera au bon moment pour vous. Je ne dis pas qu'il faut le faire dans les 5 minutes, mais en tout cas, bien mener ces 3 semaines sans rien et petit à petit mettre tout ça de côté, voilà, pas forcément tout virer, jeter, éradiquer, mais mettre un endroit où c'est pas sous vos yeux tout le temps. Oui, mais ça c'est sûr, c'est terrible parce que en fait, comme tu le disais sur le travail de neurosciences au niveau de programmation du cerveau, si tu remets toujours l'info, bah, et du coup il va se dire bah oui, d'accord, tu me remets l'info, mais il est où? Donc il va le chercher. Bah oui, puisqu'il est dans le manque, donc il va rechercher Ouais. à nourrir, donc aller Ouais. voir les stories, et puis avec les stories, on va interpréter un truc. C'est ça aussi qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'il y a les réseaux sociaux, donc ils viennent nourrir tout ça. Ah, puis moi, il y a le truc aussi de tu te rappelles, finalement, c'était peut-être pas si mal. Tu sais, on va venir à redouter. On va beaucoup romancer ce qu'on a vécu hein, au début dans le deuil. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut savoir. Le cerveau va romancer puisqu'il est dans le manque. Donc, il va nous faire mettre de côté tout ce qui n'allait pas. Et c'est pour ça que je vous parlais vraiment de ce petit exercice de qu'est-ce qui va pas me manquer? Parce que là, vous obligez votre cerveau à dire, ah bah oui, en fait, je sais pas, peut-être y ronfler, ça va pas me manquer. Voilà. Ou peut-être lui, il adore la montagne et moi la mer. Bon, bah, et 3 vacances par an à la montagne, ça va pas me manquer. Enfin, voilà. Il peut y avoir... Et c'est bien parce que là, vous vous le remettez clairement sous les yeux, vous êtes honnête et vous vous dites, ah ouais, bah là, du coup, vous touchez à une autre émotion qu'on a tous finalement dans une rupture, mais qu'on met souvent de côté au début, le soulagement. Mm. Parce que forcément, si vos deux versions, elles étaient plus faites pour être ensemble, vous étiez en train de forcer quelque chose. Et si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, il y a une forme de soulagement à ce que ça se termine. Oui, c'est ça. Être honnête avec soi-même, c'est aussi une des clés parce que Mhm. souvent on se raconte des choses à l'envers. Alors que si on était vraiment honnête, non, ça nous soulage. Si quand par exemple il claque la porte et on fait bon, bah c'est que quand même le corps, enfin, moi je dis souvent le corps a la réponse, hein, mais on l'écoute pas. C'est pour ça que d'ailleurs on a souvent des problématiques physiologiques parce qu'on n'écoute pas. Mais lui, le corps, lui, sait. D'accord, et c'est... Ouais. Ah ouais, ouais. Waouh, bah écoute, merci. Vraiment, c'était un très très beau moment. Et puis merci pour toute ton expertise, vraiment. Avec plaisir. Ah bah ouais, écoute, hein, j'adore ces sujets, donc Est-ce on a que des... tu veux rajouter quelque chose avant de terminer cet enregistrement? Oui, j'ai envie de rajouter que quand vous êtes dans une rupture, gardez vraiment conscience de votre valeur. Ça vient atteindre aussi à ce niveau-là, souvent.
et c'est vraiment important de se souvenir qu'une personne qui vous quitte, elle n'est pas en train de vous dire, «Tu es nul et tu as pas de valeur», elle est en train de dire: «Je ne suis plus heureux dans ce lien, dans cette forme de lien avec toi». C'est tout. Ça ne veut rien dire d'autre. Donc ça parle autant de cette personne que du lien et en fin de compte, ça parle pas beaucoup de vous. Eh bien, merci beaucoup de terminer sur ces doux mots. Merci à toi pour ta belle présence. Et puis, quant aux auditeurs, eh bien, on se retrouve sur un prochain épisode. À bientôt. Merci Corinne, au revoir.